invité Marianne Lénard à nous parler de l'histoire de l'hépatite B en Polynésie, de cette magnifique réussite. Bonsoir. Tout d'abord, je remercie Jean-Marc Ségala de m'avoir invité pour clôturer cette soirée sur la vaccination en vous relatant un peu l'histoire d'une belle réussite effectivement en matière de santé publique sur l'hépatite B en Polynésie depuis 1992. Voilà. Donc, comme vous le voyez, le virus B a une épidémiologie mondiale avec les pays en rouge qui ont une prévalence élevée de plus de 8% de séroprévalence de portage de l'hépatite B. Donc, ça concerne principalement l'Afrique, la Chine, l'Asie du Sud-Est et l'Ouest du Pacifique. Puis les zones intermédiaires en orange et enfin en jaune les zones de faible prévalence, notamment l'Amérique et l'Australie. La France fait partie donc des zones à faible prévalence avec 0,7% et 1300 décès par an. Et il faut savoir que l'hépatite B touche plus de 350 millions de personnes dans le monde et est responsable de plus de 500 000 décès par an. Alors où se situe la Polynésie? Là-dedans, on va essayer de repasser. Voilà. Donc il n'y a pas de grande enquête de séroprévalence sur l'hépatite B en Polynésie française. On peut retrouver différentes études, en particulier l'étude Princeps avant le début de la vaccination de masse, donc en 1990 par Jean-Pierre Boutin et toute l'équipe de Malardé à l'époque. Donc aux Australes, sur un échantillon de près de 1000 personnes, on avait une séroprévalence de 10,5% d'antigène HBs et chez les femmes enceintes de 11,5%, ce qui nous plaçait donc dans une zone de forte endémie. Puis il y a eu quelques petites études et la sérovaccination depuis 1992. 18 ans plus tard, on voit que sur toujours des petites séries, notamment donc chez les femmes enceintes, par Stéphane Laster avait retrouvé 1%, et moi en prenant les enfants sérovaccinés, on avait 1,5%, ce qui est très rassurant et qui nous place à ce moment-là dans les zones de faible endémie. Mais en fait, on doit probablement se situer entre les deux, mais on n'a pas encore de chiffres très clairs. Alors le virus de l'hépatite B, donc vous savez tous, entraîne une hépatite aiguë avec une guérison dans la majorité des cas et 10% d'entre eux vont développer une hépatite chronique. Hépatite chronique qui, elle, peut évoluer en 20 à 40 ans vers la cirrhose et ensuite faire le lit du carcinome hépatocellulaire, le CHC, dont le pronostic est catastrophique avec une survie à 1 an inférieure à 5%. Certaines formes peuvent aller directement au CHC sans passer par la cirrhose. Donc vous voyez bien l'enjeu de ce problème. Donc pour les patients atteints d'hépatite B, on a donc un risque de CHC majeur. Et donc en reprenant les cas en Polynésie française, déjà en 2011, le registre du cancer montrait des prévalences assez élevées en 97-98 et puis une tendance progressive à la baisse jusqu'en 2008. Puis les choses se sont à peu près stabilisées, mais elles commencent à remonter puisque sur l'étude qu'a menée Andréane Lescaut et Bertrand Condat, eh bien, en 2017, on est remonté à des taux faramineux de 9,4 cas pour 100 000 habitants, ce qui nous place parmi les pays de très forte prévalence du CHC. Et donc, cette progression est probablement liée au vieillissement de la population, puisque au début, on croyait que la vaccination faisait un effet, mais là, on est un petit peu dans la courbe en U qui reprend, donc, qui remonte après. C'est en Polynésie la troisième cause de décès par cancer chez l'homme et en fait l'hépatite B est responsable du CHC que dans 50% des cas et on retrouve de nombreux cofacteurs dans 67% des cas, en particulier l'obésité, diabète et l'alcool, puis un rôle éventuel des aflatoxines. Donc d'où vous comprenez l'intérêt de la vaccination. Et donc en 1982, lorsque le vaccin a été commercialisé, il a été montré efficace à 97% au bout de 3 doses. C'était dans l'étude Princeps de Moulier à l'époque. Et lorsqu'on a débuté la vaccination sur une étude pilote de 850 enfants aux Australes en 1988 sur 5 ans, eh bien, on trouvait qu'il y avait une très bonne efficacité. Et donc, le vaccin a été généralisé au 1er avril 1992 à l'ensemble de la Polynésie française pour tous les nouveau-nés, avec un schéma vaccinal à la naissance, une deuxième injection à 1 mois et une troisième injection à 6 mois. Puis un rattrapage 3 ans plus tard sur les enfants de 4 à 10 ans selon le même schéma vaccinal. Il va être modifié en juin 2014 pour un schéma un peu équivalent, mais avec une deuxième injection à 2 mois et la troisième à 10 mois, selon les recommandations du
au Conseil de la santé publique en avril 2013 et validée par le Conseil ministériel en juin 2014. L'évaluation de la couverture vaccinale, vous en avez entendu parler, je passe rapidement dessus. On est largement au-dessus des 95% requis, même sur la dernière enquête de 2017. L'OMS a mené une enquête pour voir un peu l'efficacité vaccinale en recherchant la séroprévalence chez l'enfant de 6 ans. Au premier trimestre 2014, sur 1600 élèves recrutés en classe de CP sur l'ensemble de la Polynésie française. Et c'était un test capillaire pour mesurer l'antigène HBS. Eh bien, les résultats ont montré que sur 1200 tests qui ont pu être réalisés chez ces enfants, chez qui on a pu avoir le consentement parental, ils étaient tous négatifs. Et on a conclu à une absence de séroprévalence chez les enfants de 6 ans, dont 98% d'entre eux étaient vaccinés, ceci en 2014. Donc, la transmission du virus B dans les pays à forte prévalence, comme on l'était initialement en 90, est principalement verticale, notamment périnatale, ou plus rarement in utero. Elle est d'autant plus importante que la charge virale maternelle est élevée et donc elle peut atteindre 90% ou plus de transmission. Et lorsque l'enfant était atteint en période périnatale, il y avait 90 à 95% de risque de chronicité et d'évolution ensuite vers la cirrhose et le CHC. Il y a également dans nos populations une transmission horizontale, intrafamiliale par les sécrétions qui sont très contagieuses, donc d'enfant à enfant, de parents à enfant, de partage d'objets personnels, brosse à dents, rasoir, etc. Cette transmission est mal chiffrée, mais elle vient potentialiser la transmission verticale déjà fortement présente. Sinon, c'est la transmission classique dans les pays à faible endémicité, où c'est principalement les rapports sexuels non protégés, les aiguilles contaminées des toxicomanes, les transfusions sanguines non sécurisées. Et tout cela peut aboutir également à un risque de chronicité qui est moindre, qui est de 5%, et chez l'enfant de plus de 5 ans. Comment prévenir cette transmission materno-fétale qui nous embête beaucoup? Eh bien, en Polynésie française, on fait le dosage de l'antigène HBS dès le premier trimestre de la grossesse, avant 12 semaines à l'énorme. Lorsque cet antigène HBS est positif, on réalise une sérologie complète. Antigène et anticorps anti-HBS, anticorps anti-HBC, antigène et anticorps anti-HBE, la virémie par la PCR, le dosage des transaminases, et on demande un avis spécialisé à nos hépatologues. Lorsque la virémie est élevée, donc comme on l'a vu, il y a un très fort risque de transmission materno-fétale, on peut démarrer un traitement antiviral qui est maintenant reconnu être le tenofovir, puisqu'il est puissant, entraîne peu de résistance, est le moins tératogène et en plus il passe peu dans le lait maternel. Donc on le démarre à partir de 26-28 semaines et on le poursuivra jusqu'à 1 à 3 mois après l'accouchement. Il faut évidemment dépister le conjoint et rechercher les autres infections sexuellement transmissibles, VIH, syphilis et hépatite C. Lorsque l'antigène HBS est négatif, on recontrôle à 28 semaines seulement si la patiente n'est pas vaccinée. Puis on va suivre cet enfant. Lorsqu'il va naître, eh bien, il sera sérovacciné dans les 12 premières heures de vie par une injection d'immunoglobuline anti-HBS sans unité en un site intramusculaire et la première injection vaccinale sur un autre site. Puis on reprend le schéma vaccinal classique, donc actuellement c'est à 2 mois, la deuxième injection qui va être inclue dans le vaccin hexavalent, de même qu'à 10 mois au niveau de la troisième injection d'hexavalent également. Il ne faut pas oublier dans ces patients-là de faire une évaluation de l'efficacité de notre sérovaccination et donc on doit réaliser une sérologie entre 12 et 15 mois pour vérifier que l'antigène HBS est bien négatif, qu'il n'y a pas eu de transmission malgré ce qu'on a fait et que l'anticorps anti-HBS est bien positif, supérieur à 10, ce qui est largement le cas en général. La réponse est excellente après ces 3 injections, elle est supérieure à 100 unités dans quasiment tous les cas. Nous avons pu voir un petit peu sur l'évolution du taux de sérovaccination déjà un effet positif de la vaccination de masse de 1992, puisque si on prend les enfants nés dans les années 2006 à 2010, il y avait environ 70 enfants en Polynésie qui recevaient la sérovaccination, ce qui représentait environ 1,5% des naissances. 10 ans plus tard, on voit qu'en 2017, eh bien, ça a baissé des 2 tiers, il n'y a plus que 23 environ nouveau-nés qui vont recevoir la sérovaccination et comme la natalité a baissé en même temps, cela représente 0,6% des naissances.
Donc pour conclure, on peut dire que les objectifs fixés par l'OMS ont été atteints en Polynésie puisqu'on a une couverture vaccinale excellente sur l'ensemble de la Polynésie qui est vaccinée depuis 26 ans et que cette efficacité vaccinale est également excellente puisque l'étude de séroprévalence de 2014 montrait l'absence de séropositivité chez les enfants, mais que devant la forte prévalence actuelle du CHC en Polynésie, et bien que notre population de moins de 25 ans soit protégée grâce à la vaccination, il est essentiel de poursuivre la politique d'éradication de l'hépatite B par le dépistage ciblé des patients à risque au sujet contact, de traiter ceux qui sont séropositifs par le ténophobir qui a été génériqué dernièrement, et de vacciner les séronégatifs, donc qui sont nés avant 92. Je vous remercie pour votre attention.